Votre vie a considérablement changé depuis que vous avez gagné. L'attente aussi qui est portée sur vous a changé. La pression est revenue. Donc il faut déjà préparer les autres échéances. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Voici une lettre manuscrite de François Hollande, dans une biographie non autorisée intitulée La Frondeuse. Dans son courrier, le président de la République dénonce comme pure affabulation certains passages de ce livre. Une manière d'intimider le tribunal et de violer la séparation des pouvoirs, plaide Olivier Pardo, avocat de l'éditeur. Je crois que la présidence normale est devenue une présidence anormale dans l'immixtion, puisque le président de la République, en tant que tel, vient intervenir dans une procédure judiciaire. Monsieur Hollande Avec ce dernier mensonge, monsieur le Premier ministre, vous avez perdu avec François Hollande le reste de votre crédibilité. De deux choses l'une, soit vous n'étiez pas informé de ce délit et cela fait de vous et de François Hollande des hommes incapables de protéger et de défendre les intérêts de la France, soit vous étiez informé de la situation et vous avez alors manœuvré afin de maintenir secret ce compte illicite de Jérôme Cahuzac. Dans les deux cas, vous auriez déjà dû remettre votre démission. Il est encore temps aujourd'hui d'assumer vos responsabilités pour sauver votre majorité de ce naufrage et de ce désastre moral. Quand allez-vous dire la vérité aux Français ? Nous rentrons dans le bureau du président et je rends compte en détail de l'entretien que je viens d'avoir avec Michel Denel au président de la République et au secrétaire général de la présidence. Moi, je fais confiance en sa parole. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ce juge. Je n'ai eu aucune information qui prouvait la culpabilité de M. Cahuzac. Personne dans le gouvernement, personne ne savait jusqu'aux aveux de Jérôme Cahuzac qu'il avait détenu un compte en Suisse ou à l'étranger. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Pourquoi vous voulez revenir là-dessus, Mickaël ? Tout simplement parce qu'en fait, en cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que c'était pas un adversaire. Puisque vous prenez monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild. Voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore pour l'Élysée, on se dit, bon, mais alors encore plus savoureux, on va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe. Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui allait, son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où ? De la banque Rothschild également. Bonsoir, monsieur le président de la République. Il n'y avait pas de président, il y avait un Premier ministre. Au lieu d'avoir un président, moi j'avais le sentiment d'avoir un Premier ministre. Premier ministre, et le rôle d'un ministre aussi, souvent, et pas un rôle de président qui était venu donner une perspective. 70 minutes de catalogue de la redoute, c'est pas ça quand même qu'on attend de président. La parole est très attendue par les Français. L'Élysée espérait 5 millions de téléspectateurs pour son passage dans Capitale. Les chiffres sont tombés à 2,8. Il a fait 2,8 millions, écoutez, il a fait 12,5% de part de marché. Cette interview sur M6, ça fait moins d'audience que celle de Zaya sur TF1. Et aucune reprise forte dans les journaux du matin. Le patrimoine des ministres dévoilé avec un petit peu de retard hier soir, on apprend que 8 membres du gouvernement ont déclaré plus d'1 million d'euros de biens. Et parmi eux, vous le voyez, il y a le Premier ministre. Alors comment être sûr qu'ils disent la vérité ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous allez regarder nos ministres autrement ? Est-ce que vous les croyez sincères ? Enquête de Jean-Vincent Moulinet avec Chloé Michelon et Julien Migaud-Muller. Actuellement, je regarde la fiche de Manuel Valls. Je suis très contente de savoir qu'il a un compte épargne avec 16,87 € dessus. En gros, je suis l'impression qu'on me prend pour des cons, quoi. Vous y croyez pas trop ? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Évidemment. Vous n'avez pas vu le prix au mètre carré de l'immobilier dans les déclarations, c'est terrible. Vous prenez Fabius, quand je regarde l'état de finances d'un homme qui n'a jamais gagné sa vie, qui n'a jamais rien fait d'autre que de la politique et qui est au-dessus du million d'euros de capital, je suis plus inquiet que quand... Il a fait coucou à la foule en délire.
Coucou. Et voici la foule en délire. Waouh. Non, on rigole. On peut avoir la vraie foule en délire, voilà. Je suis favorable à ce qu'on garde l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Je vous dis la manière la plus claire. Je défends l'âge légal de la retraite à 60 ans. Être responsable, c'est aussi tirer toutes les conséquences de cette chance formidable qu'est l'allongement de l'espérance de la vie. C'est de prolonger la durée de cotisation. C'est la mesure la plus juste, à condition de l'appliquer à tous. La gauche, oui, la gauche s'est attaquée à la réforme des retraites. On parlait des 4 réformes de ces 20 dernières années. Il y en a une partie qui sont dues à la gauche et une partie qui sont dues à la droite. Lesquelles sont dues à la gauche? De fait, par exemple, lorsque nous avons créé, le nom m'échappe de ce dispositif qui permet de financer, ça va me revenir. Mais en tout cas, la gauche a bel et bien mené sa réforme des retraites dans les années 80. Non, oui, 93, c'était Balladur. C'était Balladur. Ensuite, en 99, il n'y a pas eu. En 99, justement. Est-ce qu'il arrive que les enfants, celui-ci, arrivent à créer un tel lien de confiance qu'ils souhaitent vous revoir par la suite? Alors, moi non, parce que je suis médecin. Il y a un deuxième principe qui nous unit tous, c'est la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages, ou lors de la prise d'otages, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. On revient en France avec une attaque qui a marqué les esprits. Il y a quelques mois, un TGV, vous vous en souvenez sans doute, avait été arrêté en pleine voie par une bande près de Marseille. Eh bien, il y a 3 jours, c'est une rame du RER D près de Paris qui a fait l'objet d'un raid d'une bande cagoulée. Les voyageurs ont été menacés, frappés, dévalisés. Enquête Franck Genozo, Loïc Delamornay, David Dameda. Le procès s'est déroulé à huis clos, un choix conforme à l'âge des prévenus, 11 mineurs de 15 à 17 ans. Malgré un réquisitoire qui réclamait pour certains des peines de prison fermes, les juges ont choisi la réprimande plutôt que la sévérité. 5 jeunes écopent donc de peines de prison avec sursis allant de 6 mois à 1 an. 5 autres devront exécuter des travaux d'intérêt général. Enfin, un dernier a tout simplement été relaxé. Enfin, il ne fait pas bon être hostile au mariage homosexuel. Un opposant qui manifestait lors du passage de François Hollande sur M6 dimanche soir a été condamné à 2 mois de prison ferme. C'est une première en France. Et Brigitte Bardot, vous savez, leader de ce mouvement, est expulsée du logement de la ville de Paris qu'elle louait depuis une trentaine d'années. Tiens donc. Dans le cadre de l'examen périodique universel, le souhaite attirer l'attention du Conseil des droits de l'homme sur des événements graves qui se produisent actuellement en France, à savoir contrôle d'identité, arrestation, détention arbitraire et violences policières. Depuis plus de 8 mois, des millions de Français manifestent pacifiquement dans toute la France pour défendre la famille et les droits des enfants contre une loi qui crée un droit à l'adoption et au mariage pour des couples de même sexe. Ce mouvement social est le plus important en France depuis mai 68. Plutôt que d'en tenir compte, le gouvernement a menacé d'interdire ce mouvement. Il le réprime par l'usage abusif de gaz lacrymogène contre la foule, par des violences policières, des arrestations et des détentions arbitraires par centaines. Je dis bien arbitraires et par centaines. Mais les impressions du début de la semaine étaient trop tenaces, trop fortes, les images de pillage, de hordes déchaînées au Trocadéro. Le choc des images et le poids des mots aussi. Un ministre de l'Intérieur qui parle d'abord d'anodine bousculade. Un maire de Paris qui assure qu'une poignée de perturbateurs n'a pas gâché la fête. Et puis, après le déni, la manipulation. Avec l'aide de certains médias, sont dénoncés les ultras du PSG. Le nombre de chômeurs en France a atteint un nouveau record. À la fin du mois d'avril, il était de 3 264 400. Ce chiffre concerne les chômeurs qui n'ont pas travaillé du tout au mois d'avril. Ce chiffre montre une progression de 1,2%, soit 39 800 chômeurs de plus par rapport au mois de mars. Ça va être chaud pour François Hollande d'aller vouloir imposer son calendrier à Bruxelles avec ces nouvelles informations qui quand même nous mettent officiellement en récession. Mais... Les chiffres du chômage pour le mois de mai, eh bien, ils seront connus mercredi soir. Ils seront bons, mauvais? Ils ne seront pas forcément bons.
Ils seront mauvais donc. Mais je n'en sais rien, je ne les connais pas. Oui, Mais- comment vous ne les Non, je les connaissez connais pas. Ils seront Vous avez la tendance. Non, j'ai aucune tendance. Ils paraissent quoi mercredi soir. Mais il faut se seront placer. bons ou mauvais Ils seront mercredi soir. Mais ils Donc, seront pas très bons. C'est vous quoi. qui saurez Ils seront pas très bons. Quoi. Il faut voir la tendance. Hein La tendance est une tendance qui était une tendance et qui est une tendance à la là, hausse donc, du chômage. on va continuer. Écoutez-moi, écoutez-moi. Sur du chômage. Mais quand l'on est à des niveaux records de chômage, 5 millions, si on prend toutes les catégories, quand on a à peu près le taux maximum d'actifs possible au chômage aujourd'hui, plus de 10%, que l'on a une économie qui voit à peine la sortie de récession, dire que la courbe va s'inverser, c'est une tromperie économique. J'insiste sur le mot économique. Après, honnêtement, je crois que ce sont surtout les journalistes qui s'excitent comme des malades autour de cette posture du président, parce que celui qui n'a pas de job, ça lui fera une belle jambe d'entendre le président Hollande dire, par exemple, au mois de décembre, bah voilà, j'ai réussi, parce qu'il y aura eu un mois où on aura eu moins 0,1 ou moins 0,2%. Le deuxième jour, il a voulu casser tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Fini les heures supplémentaires pour 8 millions d'ouvriers et d'employés. Il a dit au diable le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le troisième jour, il a levé 30 milliards d'impôts. Tous les riches ont quitté le pays. Et il a dit au diable les riches qu'ils aillent dépenser leur argent en Angleterre. Le quatrième jour, il s'est fait plaisir. Il a levé 7 milliards de dépenses, par exemple en créant 60 000 postes dans l'éducation. Il a dit « Je refuse de céder au diktat des 3%. Nous serons à 3,6. » On apprend aujourd'hui qu'il est d'ailleurs à 3,9. Il a dit « Vive les déficits et vive les marchés financiers !» Consternation, désillusion. Fini la lune de miel entre François Hollande et son électorat de gauche. L'histoire, pourtant, avait bien débuté. C'était il y a tout juste un an. En pleine campagne électorale, le candidat socialiste multiplie les déplacements. Fralib, Goodyear, ArcelorMittal. Sauvez-nous! On est là pour ça. À chaque fois, Hollande se présente en sauveur d'une industrie à l'agonie. Et à chaque fois, le futur président suscite Nous avons le sentiment d'avoir été trahis. douche froide. Une fois encore, l'exercice du pouvoir met à mal les promesses de campagne. Et pas seulement dans le domaine industriel. Balayer l'engagement de ne pas augmenter la TVA, oublier la volonté de renégocier le traité européen. Retour sur la séquence politique qui anime le pouvoir depuis 24 heures, la dernière sortie de Vincent Peillon. Il nous annonce, le ministre de l'Éducation, 10 000 postes de profs supplémentaires, en plus des 60 000 déjà votés. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Si vous voulez, on fait de la calinothérapie pour faire passer les gels du point d'indice en 2014. Alors, on a déjà reculé sur l'idée de réviser le mode de calcul de pension de retraite des fonctionnaires. Voilà 10 000 postes supplémentaires. Je rappelle qu'un poste de fonctionnaire, d'agent public, tout au long de sa vie, c'est 1,5 million d'euros de frais de hors bilan pour l'État. Vous mettez 70 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale et vous mettez 100 milliards d'euros de hors bilan tout simplement sur l'État. L'actualité, eh bien, les prévisions économiques du gouvernement sont jugées trop optimistes par le Haut Conseil des finances publiques. Il vient de rendre son... Le compte a donc mis à nouveau les pieds dans le plat hier en s'inquiétant d'un dérapage du déficit public et en demandant au gouvernement et à François Hollande un sérieux tour de vis dans les dépenses sociales. François Hollande a assuré hier soir à Bruxelles qu'il allait tenir les comptes. Quelque chose me dit que vous n'avez pas l'air de le croire. Vous savez, quand Pinocchio est tenté de faire l'école buissonnière, Jiminy Cricket vient lui murmurer à l'oreille qu'il risque de se transformer en âne. Pinocchio, c'est Hollande et Didier Migaud, Jiminy Cricket. Jusqu'à présent, Hollande a commencé par le plus facile. Il a augmenté les impôts. Quand il s'est agi de tailler dans les dépenses, il a encore fait le plus facile. Il s'en est seulement pris au domaine régalien, l'armée, la gendarmerie, les sous-préfectures. Ces fonctionnaires-là ne manifestent ni ne font grève. Monsieur le Premier ministre, je vais d'abord commencer en disant que l'attitude de Manuel Valls, son arrogance, sa virulence sont insupportables et inadmissibles. Monsieur le ministre, on vous demande des résultats, on vous demande de l'apaisement, pas de l'insulte. Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse tout à l'heure à notre ami M. Brottes, vous appeliez des faits. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous aviez promis la croissance, elle est à 0, mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de l'emploi et le chômage va battre son record historique alors que vous serez depuis 1 an à Matignon. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis le pouvoir d'achat et pour la première fois dans notre pays depuis 30 ans, le pouvoir d'achat a baissé, mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de faire payer les riches, mais les riches sont partis.
Et c'est les classes moyennes qui payent. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux. Mais c'est vous qui êtes à genoux devant la finance internationale pour qu'elle comble nos déficits. Mais c'est pas de votre faute. Vous aviez promis la République irréprochable et vous avez osé nommer Ségolène Royal à la tête d'une banque publique. Mais c'est pas de votre faute. Vous nous aviez promis une majorité exemplaire et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire. Mais c'est toujours pas de votre faute. Monsieur le Premier ministre, c'est pas une boîte à outils qui vous a donné le président. C'est une boîte à gifles.